Chers amis téléspectateurs, bienvenue sur Télé Tchad. Merci de suivre l'émission Les Belles Lettres. Aujourd'hui, comme toujours, nous vous amenons à la découverte d'un nouvel auteur, un jeune auteur. Il s'appelle Ali Doumoula Ibet. Il vient de publier donc un recueil de poèmes intitulé Berceau de l'humanité, paru aux éditions Sao en 2022. Dans ce recueil donc, l'auteur nous amène à la découverte des sentiments qu'il a de son pays, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il est en train de vivre, de sa vie et de tout cela. Nous allons le découvrir ensemble avec lui. Ali Doumoula Ibet naît le 1er janvier 2000 à N'Djamena. Il étudie au complexe scolaire bilingue de Goudji, Charafa, à l'école où il a effectué la maternelle et le CP1. Puis il continue à l'école élite dénommée autrefois Bagao en Éthiopie. Puis à Farsha, à l'école Mamadou Sidibé, dénommée autrefois La Sagesse. Ensuite à l'école Kayar Oumar Defala à Majorio où il obtient son premier diplôme scolaire CEPE. Il continue le collège dans ce même établissement où il obtient son brevet d'études fondamentales BEF. Puis il poursuit ses études secondaires au lycée Ibrahim Mohamed Itno et enfin au lycée moderne de Djungoulier en terminale D. Il est formé en secourisme et en informatique. Monsieur Ali, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, très ravi d'être avec vous. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que tu as intitulé ton recueil de poèmes Berceau de l'humanité? J'ai choisi Berceau de l'humanité comme titre pour mon ouvrage. C'est en fonction de l'histoire qui lie l'humanité entre elles d'une façon globale. Et particulièrement pour nous, Tchadiens, nous sommes descendants de Toumaï. Qu'est-ce qui t'a poussé à aimer la poésie au lieu du roman ou bien des autres genres littéraires? La poésie, le but, c'est d'abord toucher la sensibilité du lecteur. Et elle est voilée. Vous avez qu'à dire une chose à votre façon et chacun l'interprète à sa manière. Et donc, elle éprouve beaucoup de sentiments émotionnels. J'aurais pu écrire un roman ou d'autres romans historiques, mais j'ai choisi la poésie et c'est parce que j'ai de l'affection pour elle. Okay. Et c'est à partir de quelle classe ou à partir de quel âge as-tu commencé à écrire? Ou bien tu as écrit tout cela en terminale? Non. D'abord, je dois remonter quelques années plus tôt. Parce que ce livre, je l'ai écrit en me servant de ma colère. Et lorsque j'étais à la maternelle, on nous traitait au même pied d'égalité. On nous distribuait des documents, des jeux, et on passait le maximum de notre temps à jouer dans les balançoires, les toboggans et autres. Et arrivé au primaire, c'était plus pareil. Et c'était une nouvelle histoire. Un autre monde. Par exemple, pour recevoir du cadeau, il faudrait être parmi les meilleurs de la classe, les 5 premiers. Et malheureusement, je ne faisais pas partie de ces personnes-là qui reçoivent des cadeaux parce qu'ils ont bien travaillé. Et lorsque j'étais en classe de CED, une cérémonie de remise de bulletins a été organisée. Et donc, les parents, les enseignants, les directeurs, les fondateurs étaient tous présents. C'était une cérémonie très joyeuse. Alors, les 5 premiers de chaque classe ont été appelés devant ce public et ils ont reçu des cadeaux, serré la main des enseignants, des directeurs et autres. Et je ne faisais pas partie de ces personnes-là encore. Et là, c'était une cérémonie que je n'ai jamais réussi à oublier. Et c'était très furieux, j'étais jaloux, je voulais être à la place des autres. Et là, j'avais beaucoup pleuré, pour être honnête. Alors à partir de ce moment-là, je me suis lancé mon tout premier défi. Je dois être parmi les meilleurs
et avoir des cadeaux. Arrivé à la maison, j'ai dit à mon père qu'il doit m'acheter un vélo si jamais je serais admis parmi les 5 premiers de ma classe. Et alors, les années qui ont suivi, j'ai eu tout ce que je voulais, des cadeaux, etc., etc. Alors, arrivé au collège, objectivement, j'étais libre. Je n'avais plus aucune dette envers ma personne. Et comme je suis habitué avec les défis, et je me suis dit, il faut que j'écrive un livre avant mon entrée à l'université. Et aujourd'hui, je suis en terminale et d'une certaine façon, j'ai réussi. Ok. Alors, tu lui as donné le tome 1, ça veut dire qu'il y a des tomes 2, tomes 3 qui vont suivre? Exactement. Ok. Alors, pourquoi est-ce que tu commences ton tout premier poème par gloire et honneur à l'armée tchadienne? Il n'y a pas autre chose que ça? Disait un philosophe allemand, la difficulté n'est pas de voir ce que personne n'a jamais vu. La difficulté, c'est de penser comme personne n'a jamais pensé au sujet de quelque chose que tout le monde voit. À ce propos, ce que nos parents nous ont raconté comme histoire concernant l'armée tchadienne, ce qu'on nous a enseigné à l'école et ce que nous avons vu et vécu. En tant que fils tchadien, je dois dire que cette armée mérite qu'on lui rende gloire et hommage au nom de tous ces martyrs tombés sur le champ de bataille, que ce soit sur nos terres ou au-delà de nos frontières. C'était avant tout nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents. Et voici aujourd'hui, dans une superficie de 1 284 000 km², c'est notre histoire. Ok. Alors, dans le deuxième poème, tu écris que les Tchadiens ont plus peur de la pluie que de la guerre. Ça fait rire, mais pourquoi ça? Alain Foucault a l'habitude de dire un peuple sans histoire est un monde sans âme. Et au Tchad, il y a plusieurs sortes d'histoires étranges, mais aucune d'elles n'est aussi étrange que celle de la pluie. Un peuple qui a peur de la pluie, entre guillemets, bien sûr. Quand il pleut au Tchad, vous allez voir toutes les scènes possibles. D'abord, les uns s'enferment dans leur bureau, d'autres courent par-ci, par-là, cherchant un abri. Vous allez voir dans les lieux publics comme les marchés et autres, les marchandises sont remballées. Aussi longtemps que la pluie durera, je qualifie ça de rituel, un silence absolu. Nous aimons rester en famille, sans communication ni autre. Et par contre, quand on voit pendant les scènes de disputes ou entre guillemets la guerre, c'est tout à fait le contraire. Au lieu de fuir la guerre, nous approchons de la scène pour observer. Et cette curiosité est d'une certaine façon virale dans le bon sens du terme. Voilà, en quelque sorte, j'ai raconté cela et pour que d'une certaine façon nous puissions l'accepter. Ok. Bien, dans le poème 3, tu dis à l'équipe tchadienne de foot, vous n'êtes pas des Sao. Pourquoi? Dois-je rappeler la légende du Sao? La légende dit, les Sao sont des gens de très grande taille, que celui du Tchad peut dire bonjour à celui du Cameroun, qu'ils avaient des cheveux très volumineux, que les oiseaux faisaient leur nid et pondaient des œufs, que le serpent s'y cachait, qu'un seul Sao peut prendre 2 éléphants sur ses épaules, que le fleuve charrie et l'Ogon sont nés parce que les Sao ont dansé à la danse du tam-tam. Et là, je ne raconte pas la suite. Et lorsque l'équipe de football national a pris ce nom Sao, on aimerait tant voir ces joueurs de Sao et devenir la légende du Sao. Mais malheureusement, là aussi, je ne raconte pas la suite. Et j'espère que la prochaine CAN, par exemple, la CAN vient d'être prise par les Sénégalais. Et jusqu'aujourd'hui, les Sénégalais sont fiers de cela. Et j'aurais tant aimé voir cette fierté au visage des peuples tchadiens. Et j'espère que la prochaine CAN sera prise par les Tchadiens. Et pourquoi pas la Coupe du Monde? Je serais vraiment impatient. Ok.
Bien. Un autre poème, elle s'appelle Fatih. C'est un poème où tu narres un peu l'histoire d'une jeune fille. Qu'est-ce qu'elle a fait de particulier, cette Fatih? D'abord, ce poème, je l'ai dédié à toutes mes sœurs tchadiennes qui, pendant un moment ou un autre de leur vie, arrêtaient les cours parce qu'elles ont eu une grossesse indésirée. L'histoire de cette jeune fille, Fatih, c'était une fille très intelligente. Elle a toujours été parmi les meilleures de sa classe. Et elle avait des ambitions, des rêves plus grandes que sa personne. Elle voulait avant tout, après son bac, étudier à l'étranger, être diplômée, revenir et travailler, avoir une maison, un jardin, une voiture, un bon mari et des enfants, aller en vacances, faire le tour du monde. Un rêve brisé parce qu'elle n'a pas souvent entendu parler du sexe, en quelque sorte la sensibilisation autour de cela. Et lorsque c'est arrivé, ça a complètement bouleversé sa vie, ses études, la vie auquel elle espérait dans l'avenir est un monde qui n'existe plus pour elle. Et quand on observe autour, partout, c'est ainsi. Et plusieurs filles que j'ai connues au cours de mes cursus scolaires ont arrêté les cours et certains se sont suicidés parce qu'elles ont eu une grossesse indésirée et d'autres ont... Franchement, c'est énorme. Et voilà, c'est en quelque sorte l'histoire triste d'une jeune fille, Fatih. Ok. Comme quoi donc, nous devons éduquer les filles. Exactement. Éduquer et avoir plus de sensibilisation par rapport à cela. Pour que ce qui est arrivé à cette jeune fille ne puisse pas arriver aux autres. Exactement. Ok. Bien. Être maître communautaire, c'est aussi un autre poème où tu détestes, hein, en réalité, il faut être honnête, ce titre. Et tu dis à la fin, à la page 13, si tu permets que je lise. Pas de souci. Page 13. Maître communautaire, un métier à bannir du corps enseignant, car ce métier détruit en nous l'amour et le respect que nous éprouvons envers ce noble métier de l'enseignant. Pourquoi? Noble, tel est le mot. Ce métier de l'enseignant dans mon ouvrage, je l'ai qualifié de noble. C'est le plus noble des métiers. Si par exemple vous me demandez tout de suite ce que je voudrais devenir plus tard, je vous répondrai sans réfléchir que tout simplement un grand professeur. L'enseignant est celui-là qui enseigne la vie à autrui. Et comme nos enseignants, ils ont reçu des formations et ils nous transmettent au fur et à mesure. Et aujourd'hui, en tant qu'élève, je retiens une phrase qui dit « Travaillez bien à l'école, mes petits-enfants. Quand vous serez grands, vous direz que le maître a raison. » Aujourd'hui, je ne suis peut-être pas grand, mais je suis prêt à témoigner qu'ils avaient autrefois raison. Et dans cette partie dont vous venez d'évoquer, comme dans toute chose, il y a des difficultés. Et celle des enseignants également en a une partie que j'ai évoquée dans mon ouvrage. Et c'est une large partie que mes lecteurs vont découvrir, Inch'Allah, pour ceux qui le désirent. Alors, mais est-ce que tu sais que si tous les maîtres communautaires au Tchad arrêtent de travailler, l'école aussi va s'arrêter? Ça, c'est une très longue histoire. Ok. Alors, au poème 6, intitulé Clando au Tchad, tu couvres d'éloges et de gratitude les débrouillards de taxi-moto, donc communément appelés clandomènes. Exactement. Qu'est-ce que tu admires de particulier chez les clandomènes? D'accord. Et d'abord, je précise des choses. Dans mon ouvrage, j'ai parlé des clandomans, comme on a l'habitude de prononcer avec A. Et donc, je vais tout simplement utiliser ce terme. Vas-y. Et d'abord, clando au Tchad, entre guillemets, bien sûr, sans eux, la population aura du mal pour se déplacer. Et partout dans nos régions, si vous vous rendez,
les clandomans ont la même tête, la même gentillesse, la même façon d'aborder les clients. Ils sont nombreux, ils sont partout, jour et nuit, sous le soleil et la pluie, au moment de peine et de joie, toujours présents. Clandomans, toujours heureux et solidaires avec les clients. Un métier de joie exercé par nos parents, nos frères, amis et voisins, tôt ou tard, près ou loin, toujours présents. Merci à tous les clandomans. Le poème 7 est un autre coup de gueule, cette fois-ci à l'endroit des artistes tchadiens. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les artistes? Qu'est-ce que tu leur reproches? Bon, pour être honnête, ce n'est pas, une thérapie de comportement artistique dont mon ouvrage s'agit, mais plutôt d'une remarque, un secret que la plupart des populations ont envers les artistes, dont beaucoup ignorent. Aujourd'hui, beaucoup des artistes sont ignorés par une grande partie de la population tchadienne. Et ce n'est pas la façon dont les artistes passent les messages, mais plutôt sur leur façon d'être. Et aujourd'hui, quand on voit sur scène un artiste avec des pantalons troués, des chemises avec des manches coupées, et des longs cheveux, des médailles, une façon qui ne correspond pas à ce que sont les Tchadiens. Et je précise qu'il y a la mode, mais elle est passagère. Par exemple, Pat, qui porte pas d'aujourd'hui? C'est parti, c'est classé dans l'histoire. Mais la culture, elle reste. Et la façon dont les Tchadiens ignorent les artistes, c'est seulement sur leur façon d'être. Et donc, sur ce document, j'en ai relaté plusieurs secrets et j'espère qu'ils prendront connaissance de cela et ça changera quelque chose, Inch'Allah. Ok. Bien, au poème 8, intitulé Aventure, Oui. tu t'es mis dans la peau d'un migrant. Exactement. Et comme tu t'es mis dans la peau du migrant, alors moi je vais te poser des questions comme un migrant et essayer de répondre à la place du migrant. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir de chez toi? Ça, c'est vraiment une très longue histoire. D'abord, la réponse la plus simple, ils partent à la recherche d'une vie meilleure. Et ils s'aventurent, ils se laissent aller en laissant tout derrière soi. Sa famille, ses amis, ce qu'il avait comme travail et autres. Et ils partent à la recherche d'une vie meilleure. Ok. Et quelles sont les difficultés rencontrées en chemin? Wow, les difficultés sont énormes. D'abord, les uns se font duper par leurs passeurs, d'autres meurent en désert, d'autres en mer, et certains se font emprisonner, et d'autres, s'il s'agit des femmes, les cas de viol, et des cas de torture et autres. Et les migrants ont conscience de ces risques, malgré tout, ils s'aventurent. Alors, arrivé donc sur place, est-ce que le paradis tant rêvé existe-t-il? Pour certains, oui, mais avec beaucoup de difficultés. Ils n'osent pas croire. Et les difficultés arrivées sur place, je dirais, c'est plus énorme que ce qu'ils ont vécu. Et d'abord, tu seras soit arrêté pour des mois de prison, ou soit renvoyé chez toi. Malgré les difficultés que tu as rencontrées, tu seras renvoyé. Et même si tu accèdes dans ce paradis tant rêvé, et des difficultés, tu vas rencontrer énormément. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que d'autres migrants ne prennent pas le même chemin? Voilà. Et d'abord, c'est cette obsession d'être de l'autre côté de la mer qu'il faut vaincre. Et je reprends un mot ou soit une phrase des enseignants qui nous disaient autrefois. Parmi vous, il y a des enseignants, il y a des directeurs, des ministres, des écrivains, des artistes. Et si nous partons les uns après les autres,
Qui remplacera ces beaux journalistes-là? Qui remplacera ces ministres-là, ces directeurs-là? Donc, en pensant à cela, et malgré les difficultés, c'est un vaste pays et ensemble, nous contribuerons à son développement. Ok. Bien, la cigarette est le 9e et dernier poème. Oui. Voilà. À qui adresses-tu ce poème? À la majorité des jeunes. Actuellement, je suis sur le banc de l'école et la plupart des élèves fument partout, dans les cours, pendant les récréations, au quartier, c'est pareil. Et partout, les jeunes fument, en majorité, bien sûr. Et donc, c'est avant tout, c'est pas très bon pour la santé. Et voilà. Donc, c'est vraiment, j'espère que les taux puissent baisser, sinon c'est vraiment énorme, quoi. Ok. Tu es en terminale et tu écris. Est-ce que c'est facile d'écrire, facile de publier? Quelles sont les difficultés? D'abord, cet ouvrage était un défi que je me suis lancé. Et les défis, d'autres fois, je les ai relevés les uns après les autres. Mais parmi mes défis, le plus difficile était celui d'écrire. Et en classe de la 6e, j'ai déjà lancé mon défi. Mais au cours de mes cursus au collège jusqu'au lycée, c'est à partir de ces moments-là que j'ai commencé à écrire. Ça m'a pris des années. Et voilà, comme c'est un défi, donc les difficultés, ça ne me fait rien. Ça ne manque pas. Ouais. Voilà, Monsieur Ali Ibet, nous tendons donc à la fin de notre entretien. Est-ce que tu peux nous choisir un de tes poèmes et nous le déclamer? Ah, merci. J'ai choisi Équipe de football, les SAO, le poème 3. Joueurs de SAO, peut-être que vous n'êtes pas des SAO. Vous ne ressemblez pas aux SAO. Vous n'êtes pas comme eux. Vous perdez toujours au terrain. À l'étranger, vous n'êtes pas connus par vos succès, alors que nos SAO, les vrais, sont légendaires. Vous n'êtes pas dignes des SAO. Arrêtez de nous mentir, de mentir à vous-même. On est fatigué, on a besoin de victoire, on a besoin d'être légendaire et d'être connu comme nos ancêtres les SAO. On a besoin de rire, de sauter et danser de joie de la victoire. Changez vos méthodes, soyez légendaires, gagnez, gagnez et encore gagnez. Ok. Monsieur Ali, Oui. Merci beaucoup d'être venu et surtout d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Chers téléspectateurs, c'est ici donc la fin de notre entretien d'aujourd'hui consacré au recueil de poèmes de Monsieur Ali Ibet intitulé Berceau de l'humanité, paru aux éditions SAO en 2022. Merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes de Téléchat continuent sans interruption et merci d'être des nôtres.